le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2 Parté, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Parté, c'est l'émission de sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haute-savoyarde. Écoutez, encore une fois, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Là, on va terminer le mois de mai, l'été approche et ce soir, j'accueille Tom avec moi. Comment tu vas, Tom ? Salut Adrien, salut à tous. En forme, en grande forme, heureux de vous retrouver. Et puis, voilà, une belle émission en perspective. Ouais, exactement. Bon, là, tu as vu, aujourd'hui, on a eu le droit à éclairci, pluie. Pas facile de faire du sport dans ces conditions-là. Ouais, pas simple. Voilà, courage à tous ceux qui bravent ce temps. Voilà. Exactement, t'as raison. Justine, elle est également avec nous ce soir. Comment tu vas ? Ça va. Je préférerais qu'il fasse un peu plus beau, mais on est toujours heureux d'être là de toute façon. Exactement. Toi, t'as un peu eu le temps de faire du sport, non ? Tu m'as dit que t'avais mémoire, je crois. Ouais, j'ai un peu de mémoire, un petit peu de cours, un petit peu de tout ça, mais c'est bientôt fini. Donc, on espère que le soleil sera revenu d'ici la fin. Exactement, t'as raison. Après, pour terminer, comme d'habitude, c'est Driss qui nous accompagne. Comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Très très bien, écoute, je suis très content d'être là ce soir avec une grosse actualité qu'on va pouvoir débriefer tous ensemble. Tout de suite, on ne perd pas de temps, on passe au programme. Exceptionnellement ce soir, on va commencer avec vos fameuses chroniques, celle de Justine, celle de Driss, qui vont nous partager, comme d'habitude, les dernières actualités, les résultats de nos clubs savoyards, ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, et puis on va écouter également Tom qui va nous faire une petite recommandation spéciale trail dont il a le secret. En deuxième partie d'émission, on va pouvoir parler sport mécanique avec une grosse page rallye de Savoie-Chautagne. On parlera de tous les aspects de ce rallye automobile magnifique, national, mais surtout savoyard. Voilà, le décor il est planté. On va commencer avec Justine qui va d'abord nous parler de la Team Chambé, mais cette fois-ci pas de l'équipe première. C'est ça, pour la première fois depuis 1996, les jeunes de la Team Chambé décrochent le titre national après une magnifique saison. Les moins de 18 ans ont donc remporté le Final 4 après une victoire décisive contre Montélimar il y a 2 semaines. Et ce week-end, à Montpellier, ils ont d'abord triomphé en demi-finale contre Alliance Artois avec un score de 30-43. Et en finale, ils ont affronté et battu l'équipe Saran-Orléans en prenant rapidement l'avantage et en s'assurant la victoire pour finalement devenir champion de France avec seulement une seule défaite à leur compteur durant toute la saison. Donc encore une belle consécration pour le handball chambérien. Et donc félicitations aux jeunes pour ce beau titre. Exactement, on parle tout le temps de l'équipe première, mais en fait, en dessous, ça bosse, ça travaille. Ils vont prendre la relève. Exactement, ils sont là pour prendre la relève de l'équipe première, ils sont là pour se démarquer et puis faire leur place petit à petit dans le monde des professionnels. Donc, bravo à eux de la part de toute l'équipe de 9-2 Parté. On passe à ta deuxième actu, tu veux nous parler d'une superbe course, une course engagée, et ça, c'est important. C'est ça, l'année dernière, 80 405 € avaient pu être récoltés grâce à Odyssée à Chambéry pour la recherche contre le cancer du sein. Et samedi, c'est l'occasion de faire encore mieux et de continuer à soutenir cette belle cause. Pour ça, du coup, 5 courses sont possibles. Une de 2 km pour les enfants, la même distance pour les familles, une marche et une course de 4 km et enfin une course chronométrée de 8 km. Les départs se feront à partir de 15h depuis le parc du Vernet et les arrivées au niveau de la place de Genève. Certaines inscriptions sont encore possibles jusqu'à 20h ce soir. Vous avez encore 2 petites heures pour en profiter et essayer pour faire du sport et en plus participer à la recherche médicale. Donc c'est que du positif et on espère que vous serez nombreux à courir dans les rues de Chambéry samedi. Exactement, tous vêtus de rose comme d'habitude. On aura hâte de vous voir dans les rues. Comme l'a dit Justine, il vous reste encore quelques heures pour vous inscrire. N'hésitez pas à aller sur le site d'Odyssée. Et pour terminer, également une autre course, cette fois-ci à Annecy, et là un peu plus sportive quand même. Un petit peu plus, puisqu'à partir de demain et jusqu'à dimanche, ce sont encore des grosses courses qui s'organisent autour d'Annecy. Donc c'est la Maxi Race. Donc c'est 9 épreuves possibles autour du beau lac d'Annecy. On peut parcourir de 16 jusqu'à 94 km
en solo ou en équipe, mais aussi participer à une course d'orientation. Donc c'est des trails qui sont sacrément impressionnants entre lac et montagne et où les meilleurs participent. D'autant plus que samedi, ce sont les championnats d'Europe de trail qui s'y déroulent sur 62 km au départ de Faverges. Donc de quoi profiter d'une bonne ambiance au travers d'un défi sacrément physique et donc d'aller supporter les coureurs présents parce qu'à mon avis, ils vont avoir besoin du soutien de nos auditeurs pour la terminer cette course. Ok, super. Écoute, merci pour ta chronique, Justine. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ces sportifs de grand niveau et puis surtout ces courageux à aller courir demain autour du lac d'Annecy. Et puis on va passer tout de suite à la chronique de Driss. Driss, comme d'habitude, on va parler un petit peu de football. On va commencer tranquillement avec FC Annecy. Exact. La saison de Ligue 2 est désormais finie et Annecy se maintient officiellement 14e de cette Ligue 2. On a été ébloui par leur deuxième partie de saison, tout simplement. Ils ont su rivaliser avec le haut de tableau de Ligue 2, donc c'est juste incroyable. Ils avaient gagné il y a pas si longtemps que ça Rodez, qui a joué son barrage. Malheureusement, ils ont perdu contre Saint-Etienne pour eux. On espère la saison prochaine qu'ils feront ce genre de performance dès le début de la saison. Je sais pas si tu te rappelles, en début de saison, on avait fait un preview par rapport à Annecy et on avait vu que la saison allait être compliquée. Moi, le premier, je pensais vraiment que ça allait être compliqué vu les problèmes avec la Ligue qu'il y a eu l'été dernier et ils ont su se réveiller au beau milieu de la saison sans forcément de trop grosses raisons à part peut-être le danger qui a été mis sur la tête de Laurent Guyot. Et au final ils ont enchaîné pas mal de victoires donc là ils se maintiennent assez facilement. Du coup au final quand on regarde le classement ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable. C'était clairement un piège cette année avec 4 descentes. On sait que la Ligue veut rétrécir les championnats pour que les clubs ont plus d'argent. Et voilà, du coup, on a évité ce piège. Et l'année pro, la Ligue 2, elle sera à 18, donc moins de chances de descendre. Enfin, plus justement. T'auras 3 descentes, donc moins que cette année. Oui, ça c'est vrai. Mais la Ligue 2 sera moins resserré. Voilà, exactement. Non, c'est clair. Et on a vu cette année en Ligue 1, par exemple, que tu peux enchaîner 2 victoires et te replacer dans le ventre mou, ou même viser l'Europe. Donc et ça permet aussi à des équipes comme Brest en Ligue 1, par exemple, qui a su se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc on espère ça pour Annecy dans les prochaines années, pourquoi pas. Tiens, Ligue des Champions, ça c'est un beau projet. Au Parc des Sports. Exactement, on aimerait voir ça avec grand plaisir. Non, c'est clair que c'est une bien meilleure saison qu'Annecy réalise par rapport à l'année dernière où ils avaient dû jouer des barrages et puis se battre avec les instances pour finalement être sauvés et rester en Ligue 2, donc c'est cool. Et puis l'année dernière, tu avais aussi le parcours en Coupe de France. Qui s'est arrêté en demi-finale. On avait vécu cet exploit jusqu'à la dernière seconde. On se rappelle, il y avait eu un but annulé. Magnifique but contre Toulouse. De Dion, presque au milieu de terrain. Exactement. Annecy sait faire vivre ses fans et on espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Exactement. Et moi, je veux juste te donner la parole pour 2 mots sur Saint-Etienne. Je voyais que tu voulais en dire un mot, mais c'est vrai que du coup, ils sont de retour en Ligue 1. On n'est pas si loin d'un retour en Ligue 1. Ce soir, ils jouent Metz pour une place en Ligue 1. C'est un match coup près où tu as une seule chance et ils reçoivent du coup le barragiste de Ligue 1. On sait que c'est pas si loin de chez nous, donc on leur souhaite le meilleur. Ouais, exactement. Et un petit peu de foot, on continue toujours, mais cette fois-ci, on va à Chambéry avec le Chambéry Savoie Football. Exactement. Alors, ils ont fini leur saison avec une finale qui s'est au final jouée un peu tranquillement. Les 2 équipes ont vraiment de bons liens. C'était une sorte de finale anecdotique pour le classement, pour la 2e place. Mais on sait que le goal average des 2 équipes était un peu différent. Lyon-la-Duchère était devant avec un goal average de plus 20 et Chambéry en avait un de plus 16. Donc forcément, il fallait une victoire pour nos Chambériens pour espérer être 2e. Au final, c'était un match assez tranquille. Même si le CSF s'est battu jusqu'à la fin de saison pour essayer d'accrocher Saint-Priest, qui est champion. Et on a vu un beau match qui s'est soldé sur un match nul malgré tout. Donc une bonne note pour le CSF qui, après leur saison difficile l'année dernière, s'est relevé et a joué le haut de tableau toute la saison. Il y avait un vrai écart avec le premier. On a vu Lyon-la-Duchère complètement craquer en fin de saison, mais Chambéry n'a pas craqué et aller jusqu'au bout pour arracher cette 2e place. Malheureusement, un podium, c'est largement suffisant comparé à l'année dernière. Exactement. Alors là, moi, je te pose la question. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand même, ce nouveau stade, ça a quand même, à mon avis, aidé les Chambériens à faire de magnifiques performances à domicile. Alors oui, on a vu l'exploit contre Grenoble.
en Coupe de France qui a avec clairement un 12e homme qui a permis à une qualification. On a vu aussi une énorme victoire face à Saint-Etienne. Ils n'ont pas la priorité de jouer au stade municipal parce qu'on sait que c'est le rugby, mais on a vu un Chambéry, quand ils ont joué au municipal, n'ont pas perdu, sont vaincus au stade municipal, donc ça fait plaisir. On espère qu'ils auront plus de chances d'évoluer sur ce terrain, ça leur donne peut-être des ailes. C'est sûr, une énergie toute particulière quand ils jouent comme ça dans ce public. Exactement. La seule défaite c'est Toulouse, mais bon, Toulouse c'est une Ligue 1 quand même, donc c'est ça. Voilà. On espère qu'ils joueront plus la saison prochaine et qu'ils auront la chance d'évoluer et de pourquoi pas viser une montée en N2. Exactement, c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas au Chambéry Savoie Football. Et puis pour terminer, on va parler d'Aix, bien sûr, le Aix Football Club. Ouais, fin de saison encourageante pour nos Aixois, malgré une défaite contre le leader qui a été champion du coup grâce à cette victoire, malgré un effectif remanié et les blessures, etc. de nos Aixois, ils ont su mettre en difficulté Cessinay sur le plan de jeu défensif. C'est vrai que cette saison, Aix a eu beaucoup de soucis au niveau de l'attaque et ça fait plaisir d'avoir inquiété Cessinay dans un match coup près. Rafik El Slassi à la fin du match disait que par rapport au contexte et à l'effectif un peu restreint ce samedi, je suis satisfait de la production de mon équipe. Donc ça montre aussi que lui a vu de bonnes choses. Et on sait que la saison a été cauchemardesque malheureusement. Les problèmes de cet été, cette descente n'ont pas aidé. Et au final, on voit une équipe d'Aix qui a su se maintenir. Et on s'accroche et on sait que l'année prochaine, ils joueront beaucoup mieux que le match. Exactement. Moi, je l'annonce ici un petit peu en avance, mais en tout cas, pour la prochaine émission, on va très sûrement recevoir le président et le coach du FCX pour pouvoir parler de cette saison, d'en tirer un peu le bilan et puis justement de parler des objectifs et puis des projets pour les années qui viennent. Donc, ça va être intéressant de pouvoir justement échanger directement avec eux, sachant qu'on a parlé de toute la saison, qu'on les a suivis toute cette saison. De voir quels a été les soucis, est-ce qu'ils vont s'arranger l'année prochaine, parce que malgré une descente, on pensait qu'ils allaient jouer le haut de tableau et réagir à cette descente. Malheureusement, ça l'a pas fait. Donc on espère que le projet sera bien plus clair, sans forcément de soucis. Et puis, je pense que le coach doit être maintenu malgré cette saison compliquée, parce que il a tout donné et on l'a vu très très impliqué cette saison. Exactement. Moi, et puis pour avoir eu le président au téléphone, lui aussi on le sentait, même s'il est très récent, en tout cas il est arrivé récemment, il me semble qu'il y a 6 mois, au sein du club et au sein de l'organisation. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions et qui a envie de redonner un nouvel allant à ce club et puis à cette institution du sport aixois. Donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir discuter avec eux. Et si on fait un clin d'œil à Laurent Guyot, de maintenir un coach à la tête d'une équipe, c'est peut-être la bonne solution des fois, parce que changer de coach pour une autre dynamique, oui, mais souvent c'est pas dans la continuité, et garder un coach, ça permet aussi de voir plus loin. Construire un beau projet à long terme. Exactement. Et on va fermer cette page football. On a bien pris le temps de discuter du ballon rond, mais on reste sur le petit ballon rond cette fois-ci. On va parler un petit peu de la team Chambé qui va jouer son dernier match. Un ballon qui colle un peu plus quand même. Exactement. Alors défaite de nos Noirs et Jaunes à Toulouse d'un tout petit but. On a vu que la première mi-temps était favorable à Chambéry qui l'ont imposé 18-14. Ils sont revenus au vestiaire avec +4. Malheureusement, le rythme n'a pas tenu et ils se sont inclinés en deuxième période 19-14. C'était la dernière chance de Chambéry d'être européen. Malheureusement, cette saison, ils n'obtiendront pas un ticket pour l'Europe. Par contre, Toulouse, eux, l'ont eu grâce à cette victoire. Donc le championnat était assez serré sur la fin malgré tout pour cette place. Mais Chambéry a su faire le dos rond à certains moments malgré une triste 7e place du championnat de Star League. Ok, super. Merci en tout cas pour cette petite précision sur la team Chambé. On va parler un peu basket cette fois, et bien sûr, Aix-Maurienne Savoie Basket, qu'on va essayer d'avoir dans l'émission d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, où est-ce qu'ils en sont dans leur championnat ? Le championnat est fini. On en a reparlé la dernière fois. Ils s'étaient maintenus pour la saison prochaine. On expliquait la dernière fois que se met toujours un peu en danger malheureusement. Ils se réveillent à certains moments de la saison pour justement avoir leur ticket pour la Pro B l'année suivante. Mais cette saison, ils ont su se réveiller un peu plus tôt et se maintenir, se mettre à l'abri un peu plus tôt. On a su par contre il y a 2 semaines le nouveau coach de l'année prochaine, Kenny Grant, du coup ancien professionnel, il a joué notamment à Nancy ou à Poitiers, qui a une carrière tout à fait honorable, mais surtout ce qu'il faut
garder, c'est son passage en Chine. On sait que voilà, la Chine a un très beau championnat de basket. Il y a des anciennes stars de NBA qui font un passage là-bas. On sait que voilà, ils proposent des assez beaux contrats pour les pré-retraites de certains joueurs de NBA. Donc, il a su côtoyer, je pense, ce genre de joueurs. Voilà, il a su aussi dire dès son arrivée qu'il allait beaucoup évoluer au niveau de l'attaque de notre équipe et améliorer certains points. Il mettait aussi l'accent sur le respect et excusez-moi, le respect et plein d'autres qualités pour l'équipe, qu'elle reste au mieux. Et voilà, on lui souhaite que du bien. C'est vrai qu'avoir une expérience professionnelle aussi, ça aide pour monter une équipe et les motiver justement à jouer un peu plus haut. Et puis arrêter ce faux rythme que Exmoorine nous proposait ces dernières années. Trouver de la régularité, c'est vraiment ça qui leur manque en fait à ces Aixois. On les voit depuis 2 saisons. Il y a que des hauts et des bas. Il n'y a pas de réelle dynamique positive à long terme. Donc, si ce nouveau coach arrive à mettre ça en place, ce sera que du bonus et que du bonheur en tout cas pour les supporters d'Aix-les-Bains. Et écoute, merci Driss pour cette chronique. De rien, nickel. Et écoute, on va finir avec Tom. Tu vas nous faire ta première chronique personnelle et puis on va parler un petit peu de trail. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui arrive pour les semaines qui viennent. Oui, tout à fait. Et bien voilà, la saison estivale devrait arriver sous peu, en espérant que la météo aussi soit de la partie. Mais en effet, de beaux trails, de beaux événements à taille humaine, familiale, dans les massifs aux 4 coins de la Savoie, arrivent sous peu. D'accord. Donc, il a commencé à partir du 9 juin. Donc il y a 3 épreuves, le 11, 24 et 40 km du côté donc du Trail du Mongrel, côté donc avant Pays Savoyard. On a également ce même week-end-là le Trail du Fort de Tamier, du côté d'Albertville avec donc 2 distances, 9 et 18 km. Où voilà, on a un très beau trail accessible également à tout le monde avec une distance plutôt courte, entre guillemets, 10 km. Et puis plutôt en 18 km, et voilà aussi pour s'essayer à pourquoi pas du un peu plus long, mais également pour retrouver un chouette niveau avec pas mal de coureurs locaux qui viennent aussi sur l'événement d'année en année se challenger et puis essayer de faire tomber le chrono. Ok. Le week-end qui suit, donc le samedi 15 et le dimanche 16 juin, du côté de Bozelle, donc en amont du parc de la Vanoise, on a un beau week-end trail festif sur 2 jours avec plusieurs distances, notamment 10 km. Pareil, une course assez courte qui permet de soit venir faire de la vitesse, mais aussi qui permet à tout le monde de se lancer et puis pouvoir s'essayer au trail, à la course en pleine nature. On a également 18 km, course plutôt intermédiaire, un 32 km et un maratrail, 42 km, donc c'est la distance reine entre guillemets de ce trail, plutôt le dimanche, où là on a plusieurs élites, plusieurs coureurs locaux qui viennent se challenger ou en course de préparation pour les grands événements de trail qui vont arriver sur le département ou même sur la région ou même au niveau national, voilà, en course de prépa où il y a un très bon niveau. Ouais, on parlait notamment il y a 2 semaines de l'UTMB qui va arriver bientôt. Ça pourrait être notamment un rendez-vous pour ceux qui veulent se préparer pour ce grand événement. Ouais, exactement. On a également l'UTMB donc fin août qui est vraiment le point d'orgue de la saison. Voilà, c'est un peu le Tour de France du trail. Si on peut comparer, où là il y a vraiment une attente. Voilà, il y a des personnes qui s'y préparent depuis des années, qui même depuis plusieurs années. Pour certains, c'est un rêve. Et donc c'est vraiment le point d'orgue attendu, avec notamment la distance reine, le fameux ultra trail, le Tour du Mont Blanc, 170 km. Et puis donc fin juin, le dimanche 30 juin, nous avons le Trail des Bauges du côté donc du massif des Bauges, non loin d'ici, du côté du Châtelard, où là il y a plutôt 3 distances également, donc un 10 km, 21 km et puis un très beau 48 km entre la Haute-Savoie, la Savoie, en intégralité donc dans le parc des Bauges. Voilà, où il y a un esprit familial, naturel, et on peut vraiment admirer le lac d'Annecy, on peut vraiment s'épanouir, quoi. Ouais, mais ça c'est un super tracé parce que les Bauges c'est encore une fois un super cadre, un super environnement, de très beaux paysages là-bas. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est sympa, c'est que ça reste accessible à tout le monde. C'est des distances qui restent cohérentes. Voilà, autant
Voilà, j'y tiens et j'y reviens beaucoup, mais voilà, une personne lambda peut s'essayer, l'élite peut venir, tout le monde peut venir participer à cette belle fête du trail, à proximité et puis non loin de notre bassin aixois et puis sur le département de la Savoie, quoi. Exactement. Bon, et toi, si on devait te retrouver sur l'une de ces épreuves, ce serait laquelle? Eh ben, ça serait le Trail des Bauges. Ah ouais. Trail des Bauges, j'y tiens beaucoup, un massif où j'attache beaucoup de sentiments et voilà, il y a des tracés sympas, il y a des sommets assez sympas, c'est sauvage. Voilà, c'est plutôt ce qui reflète mon ADN du trail. Ok, bah super. Écoute, merci Tom pour ces belles recommandations. Vous pouvez de toute façon réécouter l'émission après en podcast pour retrouver toutes ces différentes recommandations trail pour les semaines à venir. Et puis, on va faire un petit break. On va poser l'émission dans un petit moment, écouter un peu de musique et puis se retrouver bien sûr pour la page rallye. À tout de suite sur Radio Grand Lac. On positif sur Radio Grand Lac 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour sur les antennes de Radio Grand Lac. Écoutez, on a écouté toutes les chroniques de nos bons amis de l'équipe 9 de Aparté. On va pouvoir passer directement à, comme promis, la page rallye. On va parler du rallye national de Savoie-Chautagne, de cette 8e édition qui a eu lieu la semaine dernière. Et pour cela, 9e édition, on me fait signe. Je me suis trompé, excusez-moi. 9e édition, pardon. Et donc, voilà, celui qui m'a repris, justement, c'est celui qui va pouvoir nous en parler le mieux. C'est le président de l'écurie blanche. Bonsoir, Stéphane Michaud. Bonsoir à tous. Excuse-moi pour cette petite erreur d'entrée. Je vais essayer de plus me rater en tout cas. Ravi de vous avoir avec nous sur cette émission. On sait que vous êtes très impliqué au niveau local sur tout le sport automobile et les rallyes locaux. Donc c'est super cool de pouvoir vous avoir avec nous. Puis vous n'êtes pas venu seul ce soir justement. Vous êtes venu avec un concurrent de cette édition 2024 et puis même de plein d'autres auparavant. Vous êtes venu accompagné de Dimitri Chameau. Bonsoir Dimitri. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Mais c'est gentil, merci à toi d'être venu. On va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui touche au rallye, de tous les éléments liés au parcours, à l'organisation. Et donc moi j'aurais en première question pour vous, Monsieur le Président, un petit peu d'historique et savoir d'où vient le rallye de Savoie-Chautagne. Alors pour faire un petit peu d'histoire, c'est pas moi qui l'ai créé ce rallye. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une co-organisation avec l'ASA de Savoie, qui est l'interlocuteur fédéral pour le département de la Savoie. Donc vous êtes vice-président, c'est ça? Donc moi je suis vice-président de fait parce que je suis organisateur d'un rallye. Donc il y a 4 épreuves qui sont organisées par l'ASA de Savoie tout au long de l'année. Donc le rallye du Beaufortin, le rallye Savoie-Chautagne qui est le 2e, le 3e sera le rallye des Bauges et le 4e le rallye de l'Épine en fin d'année au mois de novembre. Donc il est né sous l'égide de l'ASA de Savoie et moi je l'ai repris en tant qu'organisateur technique en 2019. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et justement, moi j'aimerais un peu savoir plus personnellement d'où est-ce qu'elle vient, votre relation au sport auto et puis au rallye. Alors elle remonte à de nombreuses années. En fait, je suis tombé dedans tout petit. Avec mes enfants, c'est aujourd'hui la 3e génération de la famille qui est tombée dans la potion, si je puis dire. C'est mon père qui a commencé par tout ce qui était course de côte et slalom à l'époque. Moi après, je suis plutôt parti vers le 2 roues pour après revenir vers la voiture. Et puis après, c'est les enfants qui ont repris le flambeau ces dernières années. Voilà. D'accord, ok. C'est quoi qui vous plaît le plus dans le rallye? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand mes enfants roulent et que je m'occupe de toute la logistique mécanique. Voilà. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'au pilotage. C'est un peu le sentiment d'un père qui parle et je suis plutôt admiratif de ce qu'ils font, donc je suis très content. Ok, c'est clair que ça doit faire plaisir de voir ses propres enfants un peu rouler comme ça sur les parcours et puis qu'on est comme ça en back-office en train de tout gérer. Ça doit être un peu sympa, mais justement, on va parler un peu de l'aspect organisationnel. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'organiser un tel événement d'ampleur nationale en fait? C'est assez lourd. Ça prend beaucoup de temps. C'est un travail qui va débuter presque quelques semaines après la clôture de l'édition de cette année. On va
réfléchir au parcours, savoir si les concurrents de cette année se sont fait plaisir dessus, est-ce qu'il faut faire des adaptations. Et puis après, on va surtout mettre l'accent, on va dire à partir du mois d'octobre, commencer à se réunir avec les équipes, se confirmer les rôles que chacun peut avoir. Et puis voilà, là c'est un peu, on va dire qu'on est au départ du col et on lâche plus les pédales jusqu'à la date de l'édition. Ah ouais, d'accord. C'est un peu travail de longue haleine quand même. Ouais, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que c'est un peu des passages de col successifs parce qu'on fait ça. Il y a toute une partie administrative pour obtenir les autorisations des autorités. Retourner voir nos communes. D'ailleurs, je profite pour les remercier, celles du territoire de Chautagne, parce qu'elles nous soutiennent à fond depuis le début. Il faut après soumettre le dossier à la préfecture, demander les arrêtés de fermeture de route. Enfin voilà, ne rien oublier. D'accord. Il y a un cahier des charges assez précis. Il faut aussi définir tout ce que nous demande la fédération avec les règles techniques de sécurité, c'est-à-dire qu'on décrit tous les moyens de sécurité qu'on va mettre en œuvre dans les épreuves chronométrées. On définit un cahier des charges et après c'est des équipes qui vont aller faire le balisage. Voilà, le jour d'avant. C'est quelque chose d'assez pointu qu'on se doit de respecter. Et ça représente pas mal de travail. Et puis il faut mettre en place toute la logistique sur le camp de base, si je puis dire. Donc nous, notre plaque tournante, elle est à Serrières en Chautagne, au niveau des anciennes usines SIAT, sur la zone d'activité de Meaux-Serrières. Voilà, on peut justement profiter des infrastructures qui sont pas utilisées actuellement. Donc c'est d'ailleurs Grand Lac et Chambéry-Grand Lac Économie qui nous mettent à disposition le tarmac et les locaux pour pouvoir mettre en place notre PC course. Ah, ça c'est bien ça. Donc on les remercie également, même si je l'ai déjà fait par écrit envers eux, mais c'est clair que si on n'avait pas toute cette structure-là, ça serait très compliqué de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on va dire, c'est une organisation qui demande un certain respect d'implantation, de sécurité, de recevoir les gens dans de bonnes conditions, parce que de toute façon, sinon, on n'y reviendrait pas. Et c'est vrai que ce site est idéal pour ça. D'accord. Mais il est vrai que c'est un rallye qui est relativement jeune, qui a 9 ans. Et étant administré dans une de vos communes où le rallye passe, on voit qu'il y a eu cette année un réel engouement, avec notamment pas mal d'inscrits, d'équipages, et énormément de monde sur le bord des routes. Donc j'imagine que pour vous, c'est une fierté, une réussite. Oui, une réussite, c'est clair. Après, une certaine fierté également. On a battu notre record de nombre d'engagés. On avait une centaine de partants cette année. C'est la première fois qu'on atteint ce chiffre-là. Et puis sinon, sur le bord des routes, c'est vrai qu'il y a toujours, on tend toujours à dire que ce territoire de Chautagne, c'est pas une terre de rallye, mais il est en train de le devenir. Il y a de plus en plus de monde. Et puis voilà, je suis aussi attaché à ce territoire parce que j'y habite. Je trouve que c'est quelque chose de bien que de proposer quelque chose qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Je sais qu'on va trouver des détracteurs, mais voilà, on compose avec. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et puis on implique aussi énormément les associations locales, en leur proposant de mettre en place des buvettes. Ça c'est pareil, c'est dans nos règles techniques de sécurité. Il faut les prévoir dès le départ. On s'installe pas à la sauvette comme ça au bord de la route avec une installation. Donc voilà, il y a toutes les associations, que ce soit de chasseurs, le comité des fêtes, voilà, qui peuvent s'installer tout au long du parcours et puis qui eux aussi tirent un bénéfice de cette organisation. Ouais, c'est bien, ça touche en fait un public vachement large. Mais justement, on a commencé à parler un petit peu de chiffres. Moi, je voudrais savoir combien il y avait de bénévoles avec vous. Qu'est-ce que ça représente en termes de budget quand même, un événement de cette ampleur. Est-ce que vous avez un petit peu de recul déjà pour savoir combien de personnes se sont donné rendez-vous sur ces jours de compétition sur le bord de la route? Je sais pas. Alors, en termes de spectateurs, c'est compliqué, parce qu'ils sont disséminés sur tout le parcours. Donc, je pense qu'on atteint très probablement le millier de personnes qui peuvent être au bord des routes. Okay. Ça, j'en reste convaincu parce que je le parcours aussi le jour de la course. C'est moi qui valide toute l'installation qui est mise en place. Après, au niveau de l'écurie blanche, on n'est pas très nombreux, on est une douzaine.
à faire tous les préparatifs. Après, ça vient, chaque bénévole, des groupes de bénévoles viennent grossir ce nombre tout au long de la semaine de préparation. Et puis après le jour J, il y a aussi tout un package de signaleurs, de commissaires, qui sont positionnés sur les spéciales, et puis des officiels de la fédération qui viennent, à qui on transfère notre dossier, et c'est eux qui sont en charge de la du bon déroulement de l'épreuve. Voilà, quand le matin on appuie sur le bouton, le rallye nous appartient plus. D'accord, ça fonctionne un petit peu comme ça. Okay. Voilà, on est là pour régler les soucis et les aléas de dernière minute. Mais sinon, en termes d'organisation, de timing, et de déroulement, de mise en œuvre des secours, etc., de tout ce qu'on a mis en place, c'est eux qui ont la main là-dessus. Et donc là, on a à peu près 80 commissaires, une trentaine de bénévoles qu'il faut accueillir, qu'il faut loger, qu'il faut nourrir. Bien sûr. Donc sur les 2 jours, c'est peut-être au global 150 personnes qu'il faut accueillir. Ok, et là vous parliez du fait que vous lâchiez les clés du camion un petit peu le temps du temps de la compétition, donc les jours J. C'est à la FFSA que vous livrez justement tout ça. Oui, c'est des représentants de la fédération. Okay. Ils ont tous un rôle bien défini. Le chef d'orchestre, c'est le directeur de course. Ouais. C'est quoi son rôle exactement? Donc lui, il est au PC course. Il a la vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à PC course. Parce justement, que expliquez-nous. Il y a des, en fait, si dans la journée vous avez 3 épreuves chronométrées, vous avez 3 directeurs de ces épreuves chronométrées, très souvent avec un adjoint et un directeur de course. Okay. Ils suivent tout sur les écrans. Aujourd'hui, on a des trackers qui sont des balises GPS, donc ils savent par l'intermédiaire des radios et des commissaires dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'une voiture est arrêtée. L'important, c'est de détecter si c'est une casse mécanique ou s'il y a eu un accident, et un accident qui nécessite des secours. Donc très vite, il y a des allers-retours entre le directeur de l'épreuve, le PC course, pour savoir ce qui se passe. Et puis après, ils peuvent aussi interroger les balises pour savoir si la voiture est toujours en mouvement, mais avec un mouvement faible, ça veut dire que la panne est proche. Et là, on va dire qu'on est rassuré. Et puis on a aussi des petits artifices dans ces trackers qui nous permettent de savoir s'il y a eu un choc, si la voiture est arrêtée, avec des voyants qui peuvent clignoter de différentes couleurs. Voilà, donc ça fonctionne comme ça, et ils surveillent tout ça pendant tout le déroulement de l'épreuve. Donc s'il y a 100 voitures, elles partent toutes les minutes. Donc pendant 100 minutes, ils surveillent tout ce qui se passe. Ok. Ouais, c'est un sacré rythme quand même une fois que c'est lancé, j'imagine. Ouais, parce que il y a non seulement 100 concurrents, mais vous avez à peu près 3 épreuves qui sont enclenchées en même temps, vu qu'elles se déroulent les unes après les autres. Donc ce chef d'orchestre, ce directeur de course, il a par moment la vision sur 3 épreuves en même temps, et s'il se passe quelque chose sur les 3 en même temps, il faut qu'il donne les directives et la direction à suivre à ses équipes qu'il a avec lui. Ouais. Donc il a une grosse responsabilité. Ok. Et donc on parlait de signaleurs, on parlait de commissaires, il me semble. C'est quoi un peu leur rôle à ces signaleurs qui sont par contre disséminés tout au long du parcours? Ils vont avoir plusieurs rôles. C'est déjà s'assurer que les spectateurs qui viennent respectent les zones qu'on leur dédie pour se positionner. Ils ont entre guillemets un rôle de si je puis dire de policier, mais c'est peut-être un peu fort, mais parfois il faut hausser le ton pour que les gens s'écartent du bord de la piste. Donc ça, c'est leur premier rôle, que de faire respecter les règles aux gens qui viennent voir ce spectacle. Et puis après, au fur et à mesure que le concurrent avance dans la spéciale, ils vont pointer qu'il est bien passé. Okay. Et si jamais il y a un poste qui voit pas passer un véhicule, il le signale, il demande confirmation au précédent qu'il l'a bien vu. Et à ce moment-là, les 2 commissaires partent à pied pour rejoindre le véhicule et s'assurer qu'il ne s'est rien passé. Ok, d'accord. Et justement, au niveau du public, généralement, c'est toujours une ambiance qui est bon enfant, qui est de supporters qui sont là par passion et qu'il n'y a pas de débordement. Mais si, par exemple, je prends l'exemple de ce qu'on a pu voir, des scènes un peu malheureuses, mais du début de saison à Monte-Carlo où il y a eu
comment dire, des actions un peu dommageables de petits, tout petits groupes de personnes, mais comme quoi ça jetait un peu d'eau sur le bord des routes pour les geler dans les virages et voir plus de travers, mais c'est pas vrai, c'est vraiment pas dans l'esprit du sport, ça, de toute façon. Non, c'est pas dans l'esprit du sport. Alors nous, on draine pas autant de personnes qu'au Rallye Monte-Carlo. Non, j'imagine. Ma foi, après, c'est un pourcentage d'imbéciles, on va dire. Donc plus vous en drainez et plus vous avez de chances d'en avoir. C'est malheureusement comme ça. Nous, ça va. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de débordement, mais c'est sûr que voilà, avec le véhicule autorité où je suis et où on valide les spéciales, on vérifie tout ça. Alors vous allez me dire, une fois que je suis passé, ils peuvent revenir de l'endroit où on les a, à qui on leur a demandé de quitter. Mais voilà, justement, les commissaires sont là pour faire respecter ces règles, et c'est clair qu'aujourd'hui, on prendra plus de risques. Et si jamais des gens ne veulent pas respecter les directives qu'on leur donne, la spéciale sera annulée. Tout simplement. On veut pas prendre de risques. Oui, c'est clair que de toute façon, on voit plus aujourd'hui d'images comme dans les années 80 et l'époque groupe B où les gens étaient au bord de la route et frôlaient les voitures. Là, ça a bien changé depuis. Ouais, c'est une époque révolue. Aujourd'hui, c'est clair que c'est trop strict en termes de sécurité. Et puis de toute façon, si on engageait les voitures sans que les conditions soient réunies, ça nous serait reproché. Et voilà, c'est aussi ma responsabilité que j'engage, parce que quand je vous disais que je valide les spéciales, en bas de la feuille, c'est mon nom, quoi. C'est pas le nom de l'écurie blanche. Ah, d'accord. Donc voilà, il faut absolument faire respecter ces règles et surtout ne pas jouer. Et si les conditions sont pas réunies, on arrête. D'accord. Et il est vrai qu'il y a eu, si je me trompe pas, le tracé a été créé en partie par Michel Bonfils. Alors au tout début, c'est Michel Bonfils, qui est président de la Savoie, qui a créé ce rallye. Il était principalement sur le territoire de Chautagne, avec on va dire 2 parties d'une spéciale mythique des années 80 du rallye du Mont Blanc, avec le col du Clergeon et le col du Sapnay. Et puis depuis 2 ans maintenant, on a une co-organisation avec nos amis de l'Azamont-des-Princes, qui organisaient le rallye historique du pays de Seyssel. On avait tous les deux des problématiques. Moi, c'était plus d'arriver à l'équilibre financier de notre épreuve. Gilles, je vais l'appeler Gilles Pillot, qui est le président de l'Azamont-des-Princes. Lui, c'était une date qui était un peu trop tardive. Et aussi voilà un autre bénéfice qui était de mutualiser les coûts. Donc on s'est rapproché et on a organisé, c'est une première en France depuis l'année dernière, 2 rallyes sur le même parcours à la même date. D'accord. Donc nous, le bénéfice de tout ça a été aussi de proposer un parcours différent. Donc on va un petit peu sur la Chautagne, un petit peu sur le territoire de Seyssel, donc des nouveaux cadres de jeu, si je puis dire, pour les concurrents, et visiblement ils sont plutôt contents de ce qu'on leur propose. Ok. Si on fait un rapide mot par exemple sur l'ambiance du week-end, comment est-ce que ça s'est déroulé? J'imagine que tout le monde devait être au taquet. Ça devait être une bonne ambiance. De notre côté, c'est plutôt une période de stress, enfin me concernant. Voilà, mon unique objectif, c'est que tout le monde rentre en bon état. C'est mon leitmotiv. Donc voilà, on est un peu stressé, qu'il se passe rien. Et que tout se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'accro. Donc là, sur cette édition-là, je pense que c'est le pari est gagné, même si on a eu une petite frayeur le vendredi soir. Mais bon, c'était au final pas trop de bobos. Mais voilà. Après, sur l'édition qu'on a proposée, je laisserai aussi Dimitri donner son avis et voir ce qu'il en pense. Moi, je trouvais que c'était une belle édition. On a plutôt eu des bons retours sur le parcours qui était proposé, et je pense qu'on a peut-être trouvé, si ce n'est la solution, au moins la bonne formule. Ok. Et si on parle un peu plus spécifiquement des parcours, c'est quoi un petit peu la spécificité de ces spéciales? Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces pilotes quand ils sont une fois partis sur la route? Alors sur le parcours, ma foi, on a gardé le parcours, nos parcours historiques, que ce soit sur la spéciale de Meaux, et puis le col du Clergeon. Alors
alors vous allez me dire, il n'y a plus le sapnet, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi. Après, il faut proposer quelque chose de cohérent. On va dire que tout ce qui est hors spécial chronométré, c'est ce qu'on appelle des parcours de liaison. D'accord. Il faut essayer de les faire le plus court possible, parce que sinon, les concurrents ont le sentiment de passer la journée dans la voiture. Donc, c'est de proposer quelque chose de cohérent, qui s'enchaîne plutôt bien. Donc voilà, le vendredi, on était du côté du Bugey avec le col de Richemont, col de la Biche. Ensuite, on a retourné sur Meaux. Et puis encore une fois, la spéciale des 2 cols avec Richemont et le col de la Biche à faire de nuit. Voilà. Et nuit, c'est une autre ambiance, j'imagine. De nuit, c'est une autre ambiance. En plus, la pluie est arrivée, donc c'était des conditions, je pense, pas faciles. Certains sont allés à la fautre, d'autres s'en sont bien sortis. Okay. Et ma foi, il faut aussi proposer, je pense, un parcours qui soit sélectif. Donc, avec cette grande spéciale qui faisait quand même 23 km, je pense qu'on a proposé quelque chose où il y avait moyen de faire la différence. Okay. Et puis après, le samedi, on est resté sur le col du Clergeon, qui est une spéciale un peu mythique pour nous. Et puis où il y a un engouement certain, on va dire, sur la commune de Ruffieux, avec beaucoup de jeunesse, et pas que d'ailleurs, qui est sur le bord des routes. Ça, alors, bien. on n'a pas pu reproposer le point spectacle avec un changement de route là qui est proche du chef-lieu, pour des raisons plus de sécurité. C'était compliqué l'année dernière. Avec une première partie de spécial où la route est étroite, un peu dégradée, et on a estimé que c'était prendre un peu des risques, donc on a modifié un petit peu, mais on a quand même proposé un départ de l'épreuve depuis le chef-lieu de Ruffieux. Donc il y avait toujours un peu de monde, toujours beaucoup de monde, même s'ils étaient un peu déçus sur le fait de plus avoir les voitures qui arrivent lancées dans le village. Okay. Et puis après, 2 autres épreuves qui étaient autour de Seyssel, donc au niveau de Colony et Colony Clermont de Saint-Gy. Et puis la dernière des 3 qui était à Bassy, Usinant, voilà, qui est plus sur la route de Bellegarde, en sortie de Seyssel. Et par moment, il y a des petits passages en gravier ou on est que sur de l'asphalte? Alors dans celle des 2 cols du vendredi, je vous cache pas qu'à un moment, quand on passe du col de Richemont au col de la Biche, on est sur la corniche du Bugey. C'est une route qui est très étroite, pas très propre, avec des coupes de bois. Donc par moment, vous êtes un petit peu sur les graviers, un petit peu sur les écorces de bois, un petit peu un petit peu dans la boue quand la pluie est arrivée. Donc mais c'est typiquement l'ambiance du rallye, quoi. On n'est pas en circuit, on n'est pas sur des billards. Il faut s'adapter à tout ce qu'on va trouver, et les reconnaissances que les concurrents font sont là pour ça. D'accord. Et finalement, il y a peut-être un challenge que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est la particularité, comme pas mal d'événements, que ce soit automobiles, sportifs, jumelés avec les administrés, les mairies, et je pense que c'est peut-être un des challenges les plus compliqués d'arriver à faire cohabiter tout le monde pour faire un événement réussi. Oui, après, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment la chance d'avoir les communes qui sont derrière nous, qui à chaque fois nous font confiance. La confiance aussi, ça se gagne. Elles voient la qualité de l'organisation, à mon avis, et elles sont rassurées par ce qu'on met en place. Après, au niveau des administrés, on est aussi à l'écoute de chacun. Je donne un exemple. On avait par le passé, quand on passait les 2 jours, et le vendredi et le samedi sur le col du Clergeon, certains administrés nous disaient 2 jours à bloquer chez nous, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on essaye de le faire sur une journée. Alors pour certains, une journée c'est encore beaucoup. Mais faut composer avec tout le monde. Et puis pour ceux qui ont des contraintes, on met des flyers dans les boîtes aux lettres une quinzaine de jours avant l'épreuve, avec des adresses mail pour nous contacter, exposer leurs contraintes qu'ils peuvent avoir le jour J. Et on essaye d'y répondre. Enfin, de toute façon, on n'a jamais laissé quelqu'un sur le bord de la route, si vous me permettez l'expression. Et on essaye de trouver une solution pour leur permettre de rentrer chez eux, pour leur permettre de quitter leur domicile, pour permettre à leurs enfants de rentrer de l'école. Enfin voilà, c'est des problématiques comme ça. Mais ça reste gérable. On n'a pas, très honnêtement,
on a plus de remerciements qu'on a de gens qui se plaignent. Ou alors ceux qui se plaignent n'osent pas le dire, mais voilà. On va dire que dans les écrits, on en a plus qui nous disent qu'ils sont très contents que d'administrés qui se plaignent. C'est que le boulot il est bien fait au final, c'est que tout ça se goupille bien. Pour terminer, moi je voulais simplement évoquer un petit peu, on en a légèrement parlé, mais un petit peu ce que vous comptez faire sur les années qui viennent. Est-ce qu'il y a un petit peu des projets d'amélioration, de nouvelles choses qui pourraient arriver et puis s'additionner à ce rallye de Savoie-Chautagne? Après, c'est compliqué de proposer toujours quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Maintenant, quand on a trouvé quelque chose qui semble convenir à tout le monde et qui marche, alors c'est clair je peux pas vous dire si dans 30 ans on sera encore là et si on proposera la même chose. Mais c'est plutôt de sécuriser tout ce qu'on a fait cette année, corriger les petites imperfections. Je vais utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment ça. On a eu vraiment quelques petits trucs et je salue le travail de toutes les équipes qui ont fait un boulot extraordinaire, comme d'habitude. Et puis, mis à part corriger les petites imperfections, si on arrive et qu'on a l'opportunité de proposer quelque chose de nouveau, on manquera pas de le faire. Ok, très bien. Écoutez, merci. On va pouvoir parler plus voiture et puis pilotage avec toi, Dimitri. Moi, j'aimerais simplement commencer pour savoir un petit peu d'où te vient cette passion. Comment est-ce que tu as commencé à rouler et pourquoi tu aimes tant le rallye? La passion, elle est venue un peu comme tout le monde, petit. Le rallye, c'est un sport qui est populaire et qui, là encore, c'est le cas dans les spéciales qu'on a traversées dans les villages comme Ruffieux, par exemple. C'est des familles complètes qui viennent, en fait, et donc des petits, dès le plus jeune âge, moi, mes parents m'emmenaient sur le bord des spéciales, des rallyes qui passaient autour de chez nous. Et c'est ça qui petit à petit, nous met le nez dedans, on va dire. Ensuite, après, plus précisément, j'ai commencé en copilote en 2006. Avec mon cousin à l'époque, Fabien Codex. Et j'ai apprécié toute cette période de copilote. Et ensuite, je suis passé pilote il y a 3 ans. Parce que je me sentais pas prêt du tout avant. Et j'avais une démarche qui était vraiment d'être prêt parce que c'est un sport qui reste dangereux. Et on a notre vie entre les mains, mais on a aussi la vie d'un copilote à côté qui peut, en cas de problème, être mis en jeu. Donc il faut faire les choses intelligemment et donc ça passe par de la préparation, des stages de pilotage pour apprendre le fait de conduire une voiture. Beaucoup de gens pensent conduire une voiture aujourd'hui sur la route et pensent être un pilote, mais conduire une voiture de course qui est faite sur des routes sur lesquelles on peut passer tous les jours, mais à des vitesses qui sont folles au milieu des villages, c'est un monde qui est complètement différent. Donc moi je pense que ça s'apprend. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir le faire naturellement. Mais moi, je pense que ça s'apprend, donc j'ai appris à le faire. Et pour l'instant, ça me réussit plutôt bien. Ok, très bien. Moi, j'aimerais un petit peu savoir aussi quel est ton lien avec le rallye de Savoie-Chautagne. Justement, on sait que tu es partenaire de cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Partenaire, donc par le biais de mon entreprise où financièrement on est là en tant que sponsor. D'accord. J'ai un petit peu moins le temps maintenant, mais j'ai aussi aidé bénévolement lors de la préparation de certaines éditions. C'est un rallye en fait où j'ai commencé. Je pense que j'ai fait toutes les épreuves, toutes les éditions en fait. Je sais pas s'il y a beaucoup de pilotes et copilotes qui ont fait toutes les éditions. Mais je l'ai fait beaucoup donc j'ai commencé en copilote et là donc c'était ma 3e participation cette année en tant que pilote. D'accord. Donc voilà. Ok, super. Maintenant on va parler un petit peu plus pratico-pratique. Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre d'épreuve, même à plus long terme? C'est quoi la préparation en général pour un pilote de rallye? Comment tu t'entraînes? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton quotidien pour être haut niveau? Alors malheureusement pas de préparation physique pour moi, ce qui manque peut-être un peu par moment lors notamment des grandes épreuves spéciales comme celle de 23 km, okay. Où c'est vraiment un effort physique sur une quinzaine de minutes à peu près, donc pour faire les 23 km. Mais encore une fois, parmi tous les participants qu'on peut trouver là sur les 100 engagés qu'on trouve sur un rallye, il y a peut-être 100 façons différentes de préparer le rallye. Moi, je le fais de façon assez sérieuse, okay. Avec encore une fois une façon très précise de faire les reconnaissances, parce qu'il faut savoir qu'on passe le week-end d'avant sur les routes
toujours avec le tracker dans la voiture, donc on n'a pas le droit on doit respecter les limitations de vitesse, on doit respecter le code de la route et on doit repérer notre parcours. Donc on a le droit à 3 passages sur chaque épreuve spéciale et libre à nous d'inventer notre technique et notre façon de faire avec le copilote en équipe pour que le jour de la course, le copilote nous annonce des notes qui nous paraissent le plus naturelles possible et qui nous permettent d'être le plus efficace possible. Donc il y a des niveaux de préparation. Moi, j'y accorde du temps et de l'importance. Et encore une fois, parce que c'est la façon de me sécuriser ma course aussi. Mais j'ai des gens que je connais qui le fassent de façon plus cool, on va dire. Mais voilà, chacun est libre de constituer et d'inventer son système pour faire sa préparation. Ok. Donc aujourd'hui, on le fait un petit peu à la vidéo, donc on peut filmer ses passages en reconnaissance pour travailler ses notes et travailler les choses comme ça. Certains roulent un petit peu au par cœur, ça veut dire qu'ils mettent un petit peu de côté le côté copilote. Okay. Mais c'est pas pour moi la façon d'être le plus efficace. Ok, d'accord. Parce que du coup là tu nous précises bien que sur ces moments de reconnaissance et puis de préparation, tu pars sur la route avec la voiture du jour J ou une voiture Non, voiture de série classique, okay, voiture tous les jours en fait. Okay. On se fait un système de repères sur le volant pour calculer nos angles de virage. On a maintenant des outils qui nous aident à calculer les distances entre les virages. Donc en fait c'est vraiment une mesure de la route qu'on doit faire. Et ensuite rajouter des précisions sur des virages sur lesquels on pense qu'il va y avoir un petit peu de gravier ou des virages qui passent plus vite ou des virages sur lesquels il faut faire plus attention. Donc c'est toute l'importance d'un copilote et de faire le travail aussi en équipe à chaque fois. Et à partir de ça, tu arrives à savoir en quelle vitesse tu vas arriver à prendre ce virage, sur quelle trajectoire tu dois en ressortir et tout ça. Ouais, alors les stages de préparation au pilotage et aussi de préparation de notes nous aident là-dedans. Mais c'est vraiment toute la difficulté. Et encore, moi aujourd'hui, c'était mon 7e rallye ce week-end, donc je pense que je suis encore un jeune pilote. D'accord. Mais c'est toute la difficulté justement d'appréhender la vitesse à laquelle on va arriver le jour J en vitesse de course, alors qu'en reconnaissance, on est peut-être passé à 30 km/h. Et il peut y avoir plus de 150 km/h d'écart entre les deux passages. Donc c'est ça qui est difficile à prendre en compte. D'accord. Et finalement, comment tu ressens cette sensation de vitesse pour vous avoir vu passer dans le Mont-Clergeon, avant le Mont-Clergeon au petit hameau de Montagnet? C'est assez impressionnant, notamment les premiers, les Skoda, les autos, les 10 premières autos. Franchement, c'est assez hallucinant. En fait, effectivement, c'est hallucinant. Et faut savoir que c'est des autos, notamment les Skoda. Donc là, c'était mon 2e rallye dans la catégorie R5. Donc une fois avec une Polo l'année dernière, cette année avec une Skoda. Okay. C'est des autos qui sont faites pour la course. Donc ça n'a rien à voir avec une voiture de course. Donc tout est fait pour aller vite et pour se sécuriser. Donc en fait, de dedans, les vitesses de passage dans les villages, quand nous on passe, on peut être à 180 entre les maisons. De dedans, c'est pas si impressionnant que ça en fait. Nous, on a l'habitude, on sait le faire. Et c'est ça ce que j'aime dans ce sport-là, c'est qu'il faut mettre son cerveau dans des conditions particulières. Et donc c'est pas si impressionnant que ça. Et donc c'est ce qui nous permet des fois de prendre de l'extérieur un peu, peut-être de prendre des risques, mais de l'intérieur souvent c'est maîtrisé. D'accord. Et justement, si on parle un peu plus technique et puis type de voiture, tu nous parles de catégorie R5. Et il y avait quoi comme différentes catégories présentes sur ce week-end? Qu'est-ce que ça représente justement la catégorie R5? Et c'est quoi un peu les différentes marques qui sont présentes, les modèles et tout ça? En fait, sur un rallye, on a, alors je ne sais pas combien de groupes et de classes différentes, mais on a peut-être une vingtaine de groupes et de catégories différentes de voitures. Donc chaque voiture, en fonction de sa puissance, de si elle est 4 roues motrices ou 2 roues motrices, va rentrer dans des catégories différentes. Donc la plus grosse catégorie, c'est la R5. C'est des voitures qui font donc 4 roues motrices, qui font plus de 300 chevaux, qui font du 0 à 100 en moins de 2 secondes, avec des stratégies de départ, des choses comme ça, du fait que ce soit très efficace au départ. D'accord. Et vraiment, c'est des autos qui sont faites par des constructeurs, donc c'est des autos qui sont usines. Okay. Donc, c'est des autos on trouve donc des Skoda, des Polo, des Citroën C3, des Hyundai, et puis ça doit être à peu près tout. Une Yaris qui est arrivée là récemment. Ah, une Yaris, bien. Ouais. Okay. Et après, on va dire à l'opposé du plateau, vous avez des 106 ou des Saxo, des voitures un peu plus petites.
et qui sont pratiquement des voitures de série sur lesquelles on rajoute un airsaut, des pneus de compétition et c'est prêt à faire la course. Donc ça reste accessible et entre les deux, forcément, il y a un monde qui est énorme. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire déjà ces 2 rallyes avec une voiture catégorie R5, mais vraiment, je vous dis, tout le monde en tant que conducteur de tous les jours, devrait pouvoir monter un jour à côté de quelqu'un qui sait conduire des voitures comme ça, parce que c'est vraiment des possibilités qui sont incroyables, quoi. Ah moi c'est clair, j'aimerais bien faire un jour. J'aimerais bien monter pour voir ce que ça fait. Je lance l'invitation pour une prochaine séance d'essai. Ah génial. Ok, bon on met ça de côté, on retient. Non mais après sinon je voulais aussi parler un petit peu parce que j'imagine qu'il y a un gros règlement technique qui vous bride un petit peu. C'est plus aujourd'hui ces voitures-là, elles sont vachement réglementées. Sur quel point exactement déjà au niveau des chevaux sur ces voitures, il y a une limitation. Explique-nous un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, je suis pas assez calé en mécanique pour répondre à cette question parce que mon plaisir c'est vraiment, on va dire, 100% de pilotage. D'accord. Donc moi je possède pas de voiture, donc je passe par des sociétés qui font de la location. Ah donc tu l'as loué. Okay. Ouais, donc c'est une location. Donc l'avantage c'est que je m'occupe pas du tout de la partie mécanique, donc c'est la société qui gère, qui nous met à disposition une voiture, qui va faire tout ce qui est assistance lors des périodes d'assistance, remettre des pneus neufs, remettre de l'essence, refaire des réglages, faire des réparations s'il y a besoin, et ce qui me permet moi de me concentrer 100% sur mon pilotage. Et donc elle te suit sur le week-end. Voilà, donc ils sont du début, on est ensemble du début du week-end jusqu'à la fin, et eux gèrent l'auto et moi je gère le reste. D'accord, ok. Donc à la différence d'équipage qui possèdent leur voiture, où eux doivent préparer leur véhicule d'assistance, penser à prendre les bons pneus, les bonnes quantités d'essence, les bonnes pièces, anticiper avec un stock de pièces pour éventuellement s'il y a de la casse dans le week-end pour pouvoir remplacer les pièces. Donc ça rajoute pour moi une charge mentale qui est plus importante. Ok, parce que du coup à ce niveau-là, toi tu es pilote. Tu es professionnel, tu es semi-professionnel, amateur. Amateur, 100% okay. amateur. Ok. Il y avait des professionnels sur le rallye. Non, c'est vraiment que des amateurs qui sont au départ. Cette année on avait Eric Maufray qui fait le championnat de France, qui reste un pilote amateur. Il a une vie professionnelle à côté. D'accord. C'est quelqu'un qui est chevronné et qui a une expérience énorme, mais c'est à 100% des pilotes amateurs. D'accord. Ok. Moi après, je suis assez fan des véhicules un petit peu anciens. Il y en avait ou pas sur ce week-end où il y avait que du véhicule récent? Ouais, justement, c'était la partie du rallye historique du pays de Seyssel, qui est le représentant des véhicules anciens. Donc avec une partie, ce qu'on appelle VHT, donc c'est les véhicules historiques de compétition. Ok. On y retrouve quel modèle notamment? On retrouve un peu tout ce qu'on pouvait retrouver à l'époque. Où il y a des Alpines à 110. Il y avait des Alpines, des Escorts, des Ford Escort, Porsche 104, Samba Rally, etc. Un peu tout ce qu'on pouvait retrouver dans les AD. Il faut que les véhicules qu'ils aient plus de 30 ans. Okay. Et puis après on va retrouver des véhicules historiques, mais là c'est de la régularité, donc c'est pas un vrai chronométrage où il faut faire le meilleur temps. Okay. Ils s'engagent à faire une moyenne qui est choisie au départ, donc une moyenne haute, une moyenne basse. Okay. Et ils doivent tenir cette moyenne sur tout le long de la spéciale. Alors, vous me direz, c'est peut-être facile, on s'arrête avant la ligne d'arrivée et puis on fait pour que le temps soit bon. Mais en fait, il y a des balises repères dont ils connaissent pas la position, qui sont disséminées tout au long de la spéciale. Okay. Et à tout moment, ils doivent garder la moyenne sur laquelle ils se sont engagés. Et c'est un système de points qui fait qu'il y a un vainqueur qui est sanctionné. D'accord, ok. Et puis après une partie qu'on appelle VMRS. Alors c'est un peu compliqué dans le monde de l'historique. Et là c'est des véhicules modernes, mais qui font de la régularité sportive. Voilà. Ok, d'accord. Donc ils avaient à peu près une 60aine de participants et donc au global, on a proposé, je pense, un plateau qui était bien étoffé. Ok, ça doit être sympa pour les oreilles notamment. J'imagine de beaux bruits à entendre. Pour terminer, simplement, je voulais revenir avec toi, Dimitri, simplement parler un peu de ton week-end au niveau sportif, comment ça s'est passé. On sait que l'année dernière, tu avais 2e. Et voilà, comment ça s'est passé pour toi cette année?
Cette année, ça démarre un petit peu comme l'année dernière où c'était pas prévu du tout que je roule avec cette catégorie de voiture. Okay. Donc j'avais choisi une catégorie de voiture qui commence à se faire un petit peu rare et au niveau pièces, ça commence à devenir compliqué. Donc la voiture n'étant pas prête, j'ai pu faire la bascule sur cette voiture-là. Et c'était quoi exactement que tu devais conduire à la base? À la base, c'était une Clio Super 1600. Donc c'est des voitures qui ont maintenant une vingtaine d'années et qui fait qu'à l'époque il y avait une réglementation et un coût au kilomètre qui est assez énorme. Donc ça devient un peu plus compliqué de rouler avec ces voitures-là. Et donc pour moi un petit peu plus compliqué le vendredi parce que des conditions un peu plus humides avec des orages, avec un départ notamment de nuit dans la longue spéciale des 23 km. Avec des pneus slick, donc qui sont faits pour rouler sur le 100% sec. Ouais, bien sûr. Alors qu'il y avait eu un orage juste avant, donc on avait à peu près la moitié de la spéciale qui était mouillée pour nous. Et t'avais la possibilité, excuse-moi, je te coupe, t'avais la possibilité d'en passer un autre train de pneus un peu plus. Ouais, en fait, c'est un choix qui se fait au moment de l'assistance précédente. Okay. Donc, on a généralement un temps imparti qui est de 40 minutes, par exemple, et sur lequel on doit faire nos choix de pneus pour les deux spéciales qui suivaient. Et donc, tu peux pas changer? On peut changer sur ce laps de temps-là. Ouais. Donc, on peut partir avec 4 roues qu'on a choisies, plus éventuellement charger 2 roues de secours pour parer un imprévu si on était parti sur un choix sec et on est en pensant qu'il allait avoir peut-être un peu de pluie, partir avec 2 roues en pluie, par exemple. Donc moi j'avais fait vraiment un choix 100% sec, d'accord. Ce qui n'était pas le meilleur des choix. Ok, d'accord, je vois. C'était le bon choix dans la spéciale de Meaux, mais pas du tout dans la longue spéciale. Ok. Donc un peu compliqué. Et il y a un écart assez important qui s'est fait dans cette spéciale-là, parce que du coup j'ai un manque d'expérience, j'ai moins de roulage que d'autres pilotes par exemple. Donc eux qui ont l'habitude de peut-être plus connaître leurs autos et d'avoir plus roulé dans ces conditions-là, fait qu'il y a un écart qui est un peu plus important qui s'est créé. Okay. Donc je rentre quand même 3e au départ du samedi matin. Et donc là, avec une journée du samedi complètement ensoleillée et pratiquement 100% sèche, on va dire. Donc là, avec des temps qui sont très proches, les 3 premiers on était quasiment assez proches en termes de temps. Okay. Là, j'ai pu réaliser 4 fois le meilleur temps scratch, donc le meilleur temps du classement général absolu sur la journée du samedi. Donc ça, c'est ma petite fierté parce que j'avais jamais pu en réaliser. Donc là, j'ai réalisé 4 fois le meilleur temps sur les 6 spéciales du jour. Ouais, félicitations. Donc merci. Donc ça, non, c'est ma fierté et notamment avoir pu réaliser une belle bagarre avec le deuxième parce que j'avais, je crois, une quinzaine de secondes de retard sur le deuxième au départ du samedi matin. Je fais une erreur dans la première spéciale, donc je perds à peu près 10 secondes. Et ensuite, j'ai pu remonter petit à petit et je finis donc 3e à 6 secondes du deuxième. Et donc, on a pu se bagarrer toute la journée et c'était super, dans une ambiance au top. Okay. Et voilà, avec les frères Joram, Thibaut et Nico. Voilà. Ok, super. En termes de temps, justement cette spéciale de 23 km, ça représente quoi? C'est quoi pour vous? Ça se fait en combien de temps? Je crois que le premier passage qui était un peu plus sec, on était aux alentours des 13 minutes, je crois, 12-13 minutes. Ah, et ça envoie. Ouais. Et en moyenne de vitesse sur ces spéciales, c'est combien à peu près? Moyenne, j'ai pas regardé là sur ce rallye-là, mais on n'est pas loin des entre 110 et 120 km/h de moyenne. Okay. Les premiers étaient à près de 130 km/h de moyenne, je crois, sur la spéciale du Colombier l'année dernière, si Stéphane confirme. Mais en vitesse moyenne, c'est assez élevé. Ouais. Ok. Puis là, j'y pensais justement juste avant. Il y a aussi cette force G que vous prenez au freinage. Ça aussi, c'est quand même un sacré défi physique. Ouais, au freinage, notamment sur la catégorie R5, c'est surtout les accélérations qui sont sur les rapports les plus courts. Pire. Et notamment au départ. Et donc le départ, on a ce qu'on appelle la stratégie de départ. Donc on a tout un process à mettre en place pour arriver au zéro pour le départ de la spéciale. Donc ça commence à 10 secondes à peu près, où on enclenche une procédure, on enclenche notre rapport de vitesse et on accélère. Il y a un régime moteur qui est maintenu, on accélère à fond et on lâche l'embrayage d'un seul coup. Et donc ça part comme une catapulte et si on n'est pas averti et si on n'est pas préparé, ça peut être violent. Ouais. Ah ouais. Putain, incroyable. Mais c'est assez impressionnant. Ouais. Ok.
Bon bah écoutez, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, on a limite un peu dépassé là, mais c'est parce que ici on parle de choses avec des passionnés, donc c'est toujours hyper intéressant. Et moi je peux que vous remercier en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui pour nous parler du Rallye Savoie-Chautagne. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces belles précisions sur l'organisation. Merci à toi déjà pour l'invitation et puis voilà, à charge de revanche, hein, si jamais vous voulez faire une émission spéciale sur le rallye, on est preneur. Hein. Enfin, c'est si vous voulez faire des directs, il y a des moyens de faire des belles choses. Ok. Et on vous ouvrira les portes avec grand plaisir. Bah écoutez, il faut en reparler, mais pourquoi pas, hein, pour l'année prochaine ça s'organise. Voilà, merci beaucoup, c'est super gentil, puis merci à toi. Moi, juste un petit merci, un grand merci même à Stéphane, parce que comme on parlait tout à l'heure du côté organisation avec tous les bénévoles qui sont là. Ces gens-là, ils sont pratiquement au nombre de 150, on disait. Ils sont là, eux, sur les 2 jours, pratiquement, uniquement pour notre plaisir, on va dire. Donc, il faut vraiment leur tirer un gros chapeau. Et eux, ils se mobilisent toute l'année pour que nous, on puisse prendre du plaisir en toute sécurité sur ce rallye-là. Donc, vraiment, un grand merci à eux, parce que en tant que pilote, il y en a pas beaucoup qui prendraient la responsabilité de le faire. Donc, franchement, un grand merci à toi, Stéphane. Merci. Super, c'est des jolis mots qui vont clôturer cette page rallye. Donc merci beaucoup à vous deux d'être passés, et puis voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Et puis on va quand même rendre l'antenne, il commence à se faire tard. Merci à vous deux, merci à toute l'équipe 9-2 Partez, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis une nouvelle fois. On se retrouve comme d'habitude dans 15 jours, même heure et même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.